Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, Frédéric. Bonjour Ludovic. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, merci beaucoup. Espérons que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour ce magazine consacré aux acteurs de l'économie romande. Aujourd'hui, qui allons-nous recevoir? Aujourd'hui, Ludovic, plongé dans l'univers du luxe, Mmh. l'hôtellerie de luxe. Notre invité a dirigé plusieurs palaces, dont le Beau Rivage à Lausanne. Sa carrière lui a aussi permis de travailler à Paris, à Londres, à New York. En Suisse, cette amatrice de sport en plein air s'occupe désormais d'un réseau de 5 étoiles, le Suisse Deluxe Hotel. Alors justement, elle va nous expliquer ce qu'elle fait pour ses clients et comment faire venir les clients de ses clients, parce que si l'an dernier, la Suisse a connu un nombre record de nuitées hôtelières, le taux d'occupation des chambres, lui, n'a pas beaucoup dépassé les 50% en moyenne, donc pas mal de défis à relever encore. Nous recevons donc la directrice de Suisse Deluxe Hotel, Nathalie Seller-Reyes. Nathalie Seller-Reyes, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici dans B2B avec nous. Vous allez bien? Mais je suis en pleine forme, heureuse d'être avec vous aujourd'hui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, la première partie de cette émission est consacrée à mieux vous connaître, vous, en qualité d'individu. Je vous ai entendu dire à diverses occasions que vous êtes en quelque sorte né dans l'hôtellerie. Si je ne me trompe pas, votre père avait lancé l'Hotel and Travel Index. C'est bien ça? Vous avez fait de bonnes recherches. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était? Alors écoutez, rapidement, on est dans les années 1950. Il faut savoir que mon papa est parti il y a peu de temps, à l'âge de 102 ans. Donc en fait, quelque part, d'un point de vue âge, il aurait presque pu être, enfin, il aurait pu être mon grand-père, mais c'était mon papa, un grand-papa. Et donc, il a créé, c'était les débuts de la publicité, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça bougeait dans tous les sens, il y avait plein de choses à créer. Et donc, c'était une sorte d'annuaire international où tous les hôtels d'un certain niveau faisaient de la publicité, hein. Donc en fait, il a commencé, c'était tout petit, et puis c'est devenu quelque chose d'assez important, même de très important. C'était un guide qui sortait 4 fois dans l'année, où effectivement, quasiment tous les hôtels de la planète faisaient de la publicité. Donc je suis née effectivement dans cet univers, alors pas d'hôtellerie directe, mais en tout cas, oui, qui avait attrait au milieu hôtelier, hein. Cela vous a vite amené à voyager, donc, hein? Oui, ça, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. J'ai eu la chance de voir beaucoup d'établissements qui m'ont toujours fait rêver et qui m'ont donné envie de faire ce métier, hein. Vous étiez fille unique, si je ne m'abuse. J'étais fille unique, tout à fait. Alors, est-ce que dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, vous avez trouvé une famille? On entend parfois les gens dire que ces métiers sont un peu comme une grande famille. Vous y avez trouvé une fratrie? J'aime beaucoup ce nom de famille parce que c'est tout à fait ça. Un hôtel, c'est vraiment un petit écrin au milieu d'une grande ville. Vous retrouvez tellement de corps de métier, de nationalités, d'âge, de culture. Et oui, et tout ça fonctionne ensemble. Et donc, il y a une dimension effectivement familiale. Et j'ai eu quelques moments dans ma carrière, notamment au début, où j'ai été plus commercial et marketing, Mhm. notamment à l'époque où j'habitais New York. Et là, je n'étais pas dans un hôtel, mais j'étais plus au niveau corporate. Je représentais plusieurs hôtels que je vendais un petit peu sur le marché américain, dont je faisais la promotion. Et en fait, il m'a beaucoup manqué cet esprit de famille, ce côté, on est dans cet hôtel et on fait partie d'une famille. Là, je me sentais un petit peu, euh, pas décalée, mais il m'a manqué cette ambiance famille. Donc oui, très clairement, cette ambiance famille fait partie de l'hôtellerie et m'a toujours beaucoup plu, hein. Alors, au sein d'une famille, il y a une maman. Alors, vous qui avez dirigé des établissements d'exception, est-ce que vous avez dû jouer en quelque sorte la maman? Est-ce que c'est quelque chose de positif à faire dans un hôtel, ça? Alors là, on en revient un petit peu à son type de management, au type de leader qu'on peut être. Et peut-être qu'il y a des moments où effectivement, on est un peu maman. Ça dépend des situations. Je crois que pour moi, un bon leadership, on est assez caméléon. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre qui on est en face de nous, de créer une harmonie, un lieu dans lequel les gens peuvent s'exprimer, peuvent grandir, peuvent être, où on peut miser sur leurs qualités et certainement pas appuyer sur leurs défauts. Ça, je crois que c'est vraiment important
de savoir s'entourer, de monter une équipe gagnante, mais autour d'une vision commune, mais avec de belles valeurs. Avec un sentiment de bienveillance. Je sais que ce mot bienveillant, on l'emploie peut-être un petit peu à toutes les sauces, mais il est très juste et très important pour moi. Je pense que pour être à l'aise et pour pouvoir s'exprimer, il faut que chacun puisse, oui, puisse sentir que même si dit une énorme bêtise, ce qui m'est arrivé moi-même combien de fois, ben, on a le droit de le dire et puis il vaut mieux parler plutôt que de se taire. Donc c'est vraiment créer un climat de confiance dans lequel les collaborateurs peuvent s'exprimer. Et puis alors de temps en temps, ben, la dimension maman, elle peut arriver quand tout d'un coup, bon, j'ai eu certaines positions avec plus de 400 employés, de tout niveau. Puis de temps en temps, bah, quand il arrive une tuile à certains ou certaines, oui, c'est important d'être là, d'être présent, de montrer de l'empathie, puis peut-être de donner le gros câlin de la maman. De temps en temps, oui, ça m'est arrivé. Mais maintenant, je pense que on peut pas définir un style de management uniquement Par la maman. comme voilà par la maman ou par le papa avec un côté peut-être trop patriarcal. Non, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va utiliser à certains moments. C'est vrai que ce sont des métiers qui ont une certaine intensité, qui peuvent parfois être durs, éprouvants, alors qui demandent des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Vous êtes vous-même diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Et vous dites d'ailleurs que, hormis dans cette école, en général, malheureusement, on n'enseigne pas le savoir-être, sauf à Lausanne. Vous y êtes attaché à cette école? Ah, j'ai toujours une partie de mon cœur à l'école hôtelière à Lausanne. C'est sûr que je pense, et de plus en plus, la dimension du savoir-être, quel que soit le métier que vous allez choisir, elle est tellement importante. Savoir se comporter, savoir parler en fonction des personnes avec qui on est, savoir avoir la bonne attitude. Ce sont ce sont des notions, je pense, extrêmement importantes. À côté de la partie académique, l'école hôtelière de Lausanne vous apporte ça. Et je pense que c'est très important dans le monde actuel. On a fêté, il y a peut-être maintenant un petit mois, les 30 ans de ma promotion. Donc on s'est tous retrouvés sur le campus. On a fait un week-end de folie et je peux vous dire c'était incroyable. On se fait des amis pour la vie. Chacun part un petit peu sur différents continents. Certains, tous évidemment, ne restent pas forcément dans l'hôtellerie, mais je peux vous dire, on s'est tous retrouvés. Il n'y avait pas d'histoire de toi t'as réussi, toi t'as moins bien réussi, toi t'as fait ci. On s'est tous retrouvés comme à l'époque pour passer un bon moment, bas les masques. On était juste nous-mêmes et c'était juste extraordinaire après 30 ans de se retrouver et de voir que après avoir vécu comme on a pu le vivre pendant presque 4 ans sur ce campus, avec des expériences qui sont assez incroyables parce que comme vous avez une partie pratique, Mm. je me souviens la première année, vous vous retrouvez, moi j'avais très peu cuisiné, je savais pas tenir un couteau, je savais à peine cuire un œuf. Puis on se retrouve tous avec des couteaux de cuisine, la tocle, puis il faut aller euh, faire les pommes de terre, s'occuper de. Donc on se retrouve dans des situations qui sont juste assez incroyables. On vit vraiment des moments très très forts qui font que je pense que par rapport à un campus universitaire plus traditionnel, vous n'allez pas forcément avoir des expériences aussi profondes Mm. et aussi sympas. Donc du coup, 30 ans après, je peux vous dire, on était tous tellement heureux de se retrouver et rien n'avait changé, hein. On n'épluche pas les pommes de terre à l'EPFL, j'imagine. Mais pour revenir au savoir-être et le monde dans lequel on vit, vous l'évoquiez il y a un instant, j'aimerais vous entendre sur ce monde change beaucoup avec un nouveau locataire à la Maison Blanche en particulier, qui a un vocabulaire particulier, petit florilège. Il a dit de son prédécesseur, vous êtes viré. Il a dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous a escroqués, nous les États-Unis. L'Europe nous entube, je le traduis de manière assez correcte encore. Qu'est-ce que pour vous ça dit du monde dans lequel on vit? Alors, je sais pas si on peut, au travers du nouveau président des États-Unis, se dire bon bah c'est le, enfin j'espère en tout cas que ça n'est pas le reflet du monde actuel. C'est vrai qu'on vit une période qui est juste hallucinante et on se rend compte quand même que la forme, elle est quand même très importante. Et même si de temps en temps on a des choses dures à dire, euh,
on doit passer des messages. C'est pas toujours le monde des bisounours. Mais alors, de surcroît, en diplomatie, à ces niveaux aussi importants, mon Dieu, mais respectons la forme. Parce que la forme, avant tout, pour moi, c'est une histoire de respect. C'est une histoire de respect vis-à-vis de l'autre. S'exprimer ainsi, je pense, c'est que vraiment... oui, moi, je pense que c'est hallucinant. Oui, j'ai été très choquée, comme je pense la grande partie du monde, des propos du nouveau président américain. Et c'est vrai que un peu plus de forme de temps en temps ne ferait pas de mal. Pas de mal. En tout cas, dans l'univers professionnel dans lequel vous évoluez, donc l'hôtellerie, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de métiers différents. Vous parliez tout à l'heure, lors de vos études, d'aller éplucher les patates. Euh, Vous avez dirigé de grands hôtels. Avez-vous beaucoup fait des lits, porté des plateaux? Est-ce que cette partie du travail-là, vous l'avez beaucoup exercée? Alors beaucoup, non, mais exercer, oui, parce que je pense que c'est extrêmement important. D'ailleurs, mon mari vous le dira, je sais pas cuisiner, je n'ai pas appris à cuisiner, mais par contre, C'est un comble. ouais, c'est un comble. Mais par contre, apprendre à comprendre quels sont les challenges en cuisine, où sont les difficultés, aussi bien d'un point de vue management que purement technique. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on est. Il faut comprendre l'excellence qu'on vise et comment fonctionne un service. Le service, donc vous l'avez dit tout à l'heure, faire des lits, donc c'est le service housekeeping, de gouvernante générale. Euh, il est important de comprendre, voilà, on a affaire à une certaine couche de la population. Ce sont souvent des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément un niveau d'études important, voire quasi nul, qui se retrouvent des fois dans des difficultés de vie, des parcours incroyables, en fait, j'ai vraiment envie de dire d'une richesse. Moi, j'ai tellement appris de ces gens-là. On se rend compte qu'effectivement, il y a des parcours de vie qui sont difficiles. Et nous, en tant qu'employeurs, on se doit aussi d'être là pour les accompagner, pour leur donner un cadre, pour, lorsque c'est possible, les faire évoluer. Et ça, c'est juste merveilleux. Mais j'en reviens à la partie technique. Il est important de pouvoir savoir que ce sont des métiers qui sont pas forcément faciles. Voilà, comme je vous l'ai dit, de comprendre les challenges. euh, Parce que le jour où vous êtes au-dessus de tout ça, si vous comprenez pas comment Hiérarchiquement, vous ça dites. fonctionne, hiérarchiquement, pardon, si vous comprenez pas comment ça fonctionne, on peut pas. Mais maintenant, euh, je pense que beaucoup de femmes de chambre, enfin la grande majorité même, elles vont faire le lit parfaitement, alors que moi, je vais pas être forcément capable de le faire exactement comme il le faut. Par contre, je vais comprendre comment l'ensemble de ces services doit fonctionner pour que le client puisse être satisfait et que ça soit coordonné avec les autres services. Donc, l'objectif de ces différents stages qu'on peut faire à l'école hôtelière, c'est vraiment essayer de vous apporter cette pratique pour avoir la connaissance métier, mais sans aller au bout de toute cette partie. Mais par contre, plutôt vraiment de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut coordonner tous ces différents services. Parce que l'hôtellerie, en fait, c'est ça. La complexité, c'est qu'il faut coordonner des dizaines de différents services pour arriver à un niveau d'excellence. Et il faut que tout ce petit monde fonctionne ensemble, alors qu'ils sont pas forcément... Vous allez prendre... par exemple, la cuisine avec le service, c'est toujours le vieux débat. Le chef va vous dire, les plats sont prêts, c'est chaud, c'est bon, allez là, la 2, faut que ça parte. Et puis, il y aura un problème ou vice-versa, où le serveur va arriver en disant, hey, là, les clients de la table 2 Qui attendent, attend. etc., etc. Oui, mais c'est pas toi qui... Enfin, donc, il faut que tout ce petit monde
fonctionnent ensemble, comprennent les enjeux des uns et des autres. Et puis voilà, vous êtes là pour un petit peu mettre de l'huile dans tous ces rouages. Alors, on peut entendre beaucoup de passion, beaucoup de cohérence. D'ailleurs, on va se demander maintenant si il faut aussi de la cohérence entre tous les établissements de luxe que vous représentez, en quelque sorte. C'est la deuxième partie dans B2B. Nathalie Selleraillez, Suisse de Luxe Hôtel, c'est un réseau fondé en 1934 et aujourd'hui 42 établissements. Donc les hôtels, on peut en citer quelques-uns. 43 maintenant. 43, un de plus. Quel est le dernier? Le Villers Palace qui vient d'intégrer la communauté. La communauté, presque une famille. Tout à fait. Il y a aussi le Beau Rivage à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, le Beau Relac à Zurich, le Montreux Palace, les trois Rois à Bâle. Enfin bref, beaucoup de cantons sont présentés. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est un peu plus d'1,5 milliard de francs. Exactement. On va revenir à ces hôtels dans un instant. Mais d'abord, votre rôle pour le comprendre, parce que vous ne dirigez pas vous-même aujourd'hui un hôtel. En tant que directrice de ce réseau, quelle est votre principale mission? Je dirais que la mission première, c'est vraiment de faire rayonner, de faire briller, de défendre les codes du luxe de l'hospitalité suisse, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Pour un petit territoire comme la Suisse, on a une chance folle d'avoir tous ces palaces. Prenez par exemple la France, quand même pays voisin, grand pays, avec de beaux palaces à Paris et sur la Côte d'Azur, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Et 43 établissements en Suisse, voilà, d'un niveau qui sont au top. C'est assez extraordinaire. Un Je crois qu'on exemple, peut être, un on peut exemple être fier. de cette excellence qu'on ne trouve pas ailleurs, ce serait quoi? Un exemple, c'est assez difficile à dire parce que je crois que ce qui fait l'excellence de nos établissements, c'est la combinaison de tellement de choses. Vous allez prendre un Gstaad Palace, un Bad Roots à Saint-Moritz, un Beau Rivage Palace à Lausanne, ce sont des établissements qui sont légendaires, qui ont une histoire, qui ont accueilli tous les grands de ce monde et qui ont su rester fidèles à leurs valeurs, mais sans devenir poussiéreux, en continuant à innover, mais en restant fidèles à leur ADN, avec un service juste incroyable. Et dans votre travail au quotidien, donc ça consiste en quoi défendre ces valeurs? Alors disons, la première chose, c'est vraiment avoir une plateforme. Alors une fois que l'hôtel est rentré dans l'association, la première chose que j'ai quand même envie de dire, c'est que la dimension qualité est extrêmement importante. On ne rentre pas dans cette association parce qu'on souhaite y rentrer. Il y a vraiment des contrôles qualité. On a une commission qualité qui vient inspecter les établissements. Après, on a des clients mystères. C'est une boîte américaine qu'on utilise, que beaucoup d'hôtels utilisent pour faire des rapports de clients mystères. Il faut un certain nombre de points. Après, il faut un certain nombre de parrains dans la région de l'hôtel. Enfin, pour pouvoir adhérer et rentrer dans l'association. Donc déjà là, il y a une sorte un petit peu de comme un label de qualité. Après, l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée aux hôteliers, d'apporter une plateforme d'échange et d'inspiration. Beaucoup de ces hôtels, et ça c'est encore très propre à l'hôtellerie suisse, sont encore indépendants. Mhm. Et lorsque vous n'avez pas une chaîne qui va, entre guillemets, vous dicter, bon bah voilà, d'un point de vue marketing, on va lancer ça. Quand vous êtes indépendant, vous êtes de temps en temps un petit peu seul et c'est merveilleux de pouvoir avoir des confrères, des collègues qui sont dans le même cas que vous et avec lesquels vous allez pouvoir raisonner, travailler et être inspiré. En fait, on va créer des groupes de travail autour de différents sujets. Aller au hasard, à l'intelligence collective, comment est-ce que c'est en train de bouleverser notre industrie? Ok, on se met ensemble, on se met autour d'une table, on utilise toute cette intelligence collective, puis pas seulement au niveau de la direction générale, mais à tous les niveaux. Vous allez avoir tous les chefs de réception, tous Donc les c'est pas directeurs de l'intelligence restauration. artificielle, c'est l'intelligence collective. Tout à fait, mais autour de certains sujets. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment avant tout une plateforme d'échange, de partage, d'inspiration qu'on va offrir à nos membres. Après, il y a toute la dimension aussi de la désirabilité. Depuis le Covid, on a Pour quand faire même venir les employés. pour faire venir les employés. Oui, oui. Là, les clients, pour le coup,
je dirais qu'on a beaucoup plus de facilité. On tombe vraiment plus sur l'hôtellerie, l'hospitalité dans sa globalité a été un petit peu boudée depuis le Covid. Alors, on retrouve du monde maintenant, mais il nous manque du personnel quand même qualifié. Parce que pour créer cette expérience, un peu la magie de nos établissements, ça passe avant tout par l'humain, même si ces hôtels sont légendaires, sont sublimes, sont très bien entretenus, ont des restaurants avec des chefs extraordinaires. La magie, ça passe quand même par l'humain. Par l'humain. Et Ouais. parfois par la qualité aussi des clients. Est-ce qu'il y a toujours il y a cette réputation de l'exubérance chez les clients des palaces, des hôtels d'exception? Alors, dans certaines destinations, tout à fait, ça continue à être le cas. Là, je pense que, d'une manière générale, quand on pense à la Suisse, on n'a pas énormément de ces clients qui vont plus être attirés par des Saint-Tropez, même des Courchevel, avec l'exception, je dirais, de destinations comme Gstad ou comme Saint-Moritz, qui là ont vraiment, pendant une certaine partie de l'hiver, une clientèle Un peu plus folle. un peu différente, on va dire. Parce qu'autrement, n'oublions pas, c'est vrai que la Suisse a quand même cette perception, et certainement à juste titre, de qualité, de sécurité. Là aussi, dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, on le voit bien sur cette pyramide de Maslow, pendant des années, la notion de la sécurité, elle n'était pas tellement présente. Et avec ce qu'on vit là depuis quelques années, puis qui visiblement est en train malheureusement de s'accélérer, la destination suisse, d'une manière générale, devient encore plus désirable de par justement cette notion qualité et sécurité. La destination, justement, j'évoquais en introduction le nombre record de nuitées en 2024. C'était pour l'ensemble du pays. Dans les hôtels de votre réseau, c'était aussi une année très bonne en termes de fréquentation? Absolument incroyable. Incroyable. Oui, incroyable. Et ça continue, en fait. Il y a un moment, on se dit, là, cet hiver, je faisais le point, je fais le point régulièrement avec un certain nombre de nos établissements en montagne, et ça continue à être encore plus fort que ça ne l'était déjà en 2024, où on disait c'est le record. Et là, c'est pas forcément. Alors, le taux d'occupation est très fort, mais les prix. En moyenne, c'est 50, à peu près 55% dans le pays, mais dans votre domaine, c'est plus? Là, les hôtels de montagne sont à 85%. Presque plein. Oui, Tout à fait. C'est- Avec des prix moyens qui continuent à augmenter. d'augmenter. Là, on est vraiment sur... c'est le principe de l'offre et de la demande. Plus la demande est élevée, plus les prix montent. Par contre, il faut garder la qualité. Ça, c'est essentiel, parce qu'on ne peut pas commencer à perdre en qualité et puis à augmenter les prix. Mais il y a une vraie demande pour nos destinations dans l'industrie du luxe. Et je pense que beaucoup de nos hôtels savent innover, notamment au niveau de la restauration, savent trouver, que ce soit au travers de pop-up ou de différentes actions, aussi bien au niveau de la gastronomie que dans le domaine de l'art, par exemple, pour toucher cette clientèle et lui donner envie de venir. Et de revenir, l'an dernier, on s'attendait à ce que la clientèle américaine soit moins forte. Et puis, ça a été une des surprises de l'année. 2024 a été très fort encore pour cette clientèle. Est-ce que c'est aussi votre constat? C'est complètement notre constat. L'été 2024 a été, je crois, une année vraiment record pour le marché américain. Qu'est-ce qui donne tant envie aux Américains de venir ici et de revenir? Je pense que la Suisse a quand même beaucoup à offrir. Il y a une diversité. Il y a une diversité. Je pense que la seule chose qu'on n'a pas, c'est la mer. Mais pour le reste, ils cherchent toujours une qualité. Ils aiment bien combiner ville avec montagne, avec nature, avec culture, avec gastronomie. Et puis voilà, sur notre petit territoire, On a je un peu pense tout ça. oui, je pense que Suisse Tourisme fait aussi un très bon travail pour mettre la destination en avant. Là, il y a toute une machine marketing derrière, avec un Roger Federer qui nous représente très bien. Qui fonctionne bien. Ça marche. Encore une question sur la clientèle avant qu'on parle d'écologie, c'est aussi un thème important. La clientèle chinoise, est-ce qu'elle revient?
la clientèle chinoise commence à revenir. On n'est pas au même niveau que ce qu'on avait, je vais dire, avant Covid, mais c'est en train de... on sent que ça commence petit à petit à repartir. C'est vrai qu'au niveau économique, c'est encore un petit peu compliqué pour les Chinois, mais ce type de clientèle individuelle à très haute contribution commence à revenir en Europe et en Suisse. On va terminer par l'écologie. Votre réseau met l'accent sur la durabilité. En quoi c'est un facteur important d'attractivité de la clientèle ou des employés, ces efforts sur la durabilité? Bon, je pense que on peut pas. La durabilité fait maintenant partie de nous tous, et on peut pas la Mais souvent, mettre on de accuse le luxe côté. de ne pas être durable. C'est juste, et je pense que ça a été juste, mais ça n'est plus le cas. Quand on regarde un petit peu chez LVMH, chez Chanel, chez Hermès, c'est incroyable tout ce qu'ils font. On a toujours cette idée que le luxe, c'est un petit peu L'exubérance. le mot que je cherchais, l'exubérance, exactement. C'est plus du tout le cas. Maintenant, les clients, une fois de plus, on en revient à la forme. Lorsque vous dites à un client, si vous souhaitez que vos draps ne soient pas changés tous les jours, ce qui était le cas avant, voire des fois 2 fois par jour, dans certains établissements, dans des suites, mais le client ne voit aucun inconvénient à ce que ces draps, s'il reste une semaine, soient changés 1 fois dans la semaine. Et c'est pareil pour les serviettes de bain. Mais le tout, c'est la forme. Comme on lui demande. Est-ce qu'on peut imaginer demain, dans l'hôtellerie de luxe, de limiter les clients qui souhaiteraient arriver peut-être en hélicoptère, par exemple? Est-ce que c'est envisageable, quelle que soit la forme que l'on y mettrait? Ou de compenser leurs émissions carbone. Oui, là, c'est un sujet, peut-être qu'on sera amené à y venir. Je pense que là, nos clients qui voyagent en jet privé ou potentiellement en hélicoptère sont peut-être pas encore tout à fait prêts à ça. Et ça, je pense que c'est plus après une affaire collective. Ça va plus être des lois. Là, on a besoin d'un Cadre on a légal. besoin d'un cadre légal. Exactement. Merci beaucoup, c'était un véritable plaisir de vous avoir en notre compagnie, Nathalie Seller-Hayez. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Ludovic. On en a appris beaucoup. Avant de nous quitter, on vous propose de passer à l'exercice du questionnaire de Proust. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être? Oprah Winfrey, Quel est votre principal défaut? impatiente. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Fais le mieux que tu peux.